Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Actuel. Ravi de vous retrouver. Merci d'être là pour cette rentrée. Bah oui, c'est la rentrée d'Actu. Il y a plein d'émissions qui font leur redémarrage sur RTC. On espère que vous serez fidèles à nos différents rendez-vous. Merci en tout cas d'être là et je reçois ce soir Véronica Cremasco. Bonsoir. Bonsoir, enchantée, merci de C'est m'avoir bien. invitée. Bah oui, l'inauguration, on recommence la saison ensemble, c'est bien. Écoutez, Voilà. c'est parfait, en tout cas pour moi. Pour parler de plein de choses, d'un événement fatalement qui nous a occupés pendant cet été, qui est un événement tragique, ce sont les inondations. Vous allez faire partie, ou vous faites déjà partie, puisqu'elle était mise en place, de la commission d'enquête sur les inondations au sein du Parlement wallon, c'est bien cela. Je rappelle que vous êtes députée wallonne, députée Fédération Wallonie-Bruxelles, présidente de commission économie, agriculture, développement, Aménagement du territoire. Voilà, je buguais sur la dernière compétence. Donc voilà, ce sont des compétences que vous connaissez bien, des matières que vous connaissez bien. Et évidemment, dans le cadre de cette commission d'enquête inondation, c'est assez transversal parce que ça a touché le particulier, les entreprises, les agriculteurs aussi. Et on parle d'aménagement de territoire, bien entendu, pour éviter que ça ne se reproduise. Et d'abord, et j'imagine que c'est bien ça l'objectif, comprendre ce qui s'est passé. C'est bien ça. Exactement. Et vous faites bien de bugger sur le mot aménagement du territoire parce que pour l'instant, à cause malheureusement de la catastrophe des inondations, il ressort. Et il ressort que c'est un vrai problème et c'est une politique qui en alimente beaucoup d'autres. L'aménagement du territoire, c'est décider qu'est-ce qu'on développe où. On met des écoles, on met du logement, on met des commerces, on les met où? Et alors évidemment, c'est toute la réaction de ce territoire qu'on a vu pendant les inondations et pendant juillet défaillir, je vais dire. Il faut un moment qu'on puisse s'expliquer pourquoi le territoire a été inondé à ce point, que des torrents se sont développés, que c'est la réaction vraiment du territoire à cette catastrophe naturelle qui était la pluie. Et donc l'aménagement du territoire, aujourd'hui, il est un peu au centre du débat et à bon escient, puisque c'est ma passion. Je suis ingénieur civil, architecte de formation. J'ai travaillé beaucoup sur le paysage, le territoire. J'ai oublié de le préciser, mais effectivement, votre formation, on revoit ces images qu'on a vues trop souvent, mais c'est vrai que ça a une telle ampleur absolument dingue. Alors, comment allez-vous travailler pour cette commission d'enquête ? Alors, on va d'abord travailler à expliquer les causes. On entend beaucoup de choses aujourd'hui, il faut savoir ce qui s'est passé vraiment. Donc, comme je le disais tantôt, la pluie est tombée de façon démesurée, on a tous pu le constater. Est-ce qu'on pouvait potentiellement le prévoir? Est-ce que ça se reproduira? Est-ce que c'est amené à se reproduire fréquemment ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Après, la réaction du territoire, toutes ces vallées, et en particulier, on le sait parce qu'on a été meurtris dans l'âme, la Vesdre et l'Ourthe, c'est quand même vraiment une catastrophe innommable qui s'est passée là-bas. Pourquoi est-ce que le territoire a réagi comme ça? Pourquoi est-ce que des torrents sont formés? Pourquoi est-ce que les gens ont été complètement pris d'assaut par l'eau qui montait? C'est une catastrophe naturelle et le territoire, dans sa réaction naturelle, mais aussi artificielle, le territoire, l'aménagement du territoire, c'est aussi les barrages, c'est aussi les infrastructures, c'est l'ensemble. Pourquoi est-ce que ça a donné ça? Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de l'expliquer et de savoir ce qui s'est passé pour ne plus donner une réponse comme celle-là. La troisième mission de la commission, c'est après la gestion. Et la gestion de l'urgence. On a vu assez de gens démunis, le sentiment d'abandon. Oui, tout à fait. Je crois qu'on l'a tous ressenti. Le sentiment d'abandon est un sentiment qu'on ne peut plus rencontrer. Le politique doit regarder ce qui s'est passé et prendre ses responsabilités par rapport à ça. On ne peut pas laisser les citoyens, enfin tous autant qu'on est, dans ce sentiment-là. Et donc il va falloir décortiquer exactement ce qui s'est passé pour arriver à des conclusions, à des recommandations et faire en sorte que ça n'arrive pas. Et entre autres, pour moi, et là je serai intransigeante, on ne peut pas reproduire, il y a des morts. Il y a une quarantaine de morts, ça c'est juste pas tolérable. Le pouvoir politique doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Et il faudra décortiquer et aller au-delà des intérêts des partis politiciens, etc. Donc ce n'est pas une foire d'empoigne, c'est une commission d'enquête. Et de quels moyens disposerez-vous pour faire ce travail? Parce qu'on sait qu'il y a aussi parallèlement à cela un travail qui est fait par la justice simplement pour déterminer aussi des responsabilités. Quels seront vos moyens? Alors, effectivement, il y a une procédure judiciaire en cours. Et donc ici, il ne s'agit pas de se substituer à la justice. Évidemment, le Parlement, c'est pas la justice. Il y a une vraie séparation des pouvoirs dans le pays. Et donc, l'aspect, la commission et les moyens qu'elle va mettre en œuvre, c'est pour analyser ça. Et analyser la responsabilité politique au sens large.
C'est-à-dire, je dis toujours au sens large, parce qu'évidemment, il n'y a pas un coupable, il n'y a pas une personne quelque part qui n'a pas appuyé sur un bouton. Il va falloir décortiquer. Et donc, on va mettre, comme vous le demandiez, quels sont les moyens? On appelle en commission d'enquête des gens qui vont venir témoigner. La première journée, vendredi prochain, on a déjà des experts du territoire, Monsieur Piroton, Monsieur Fetways, Madame Degré, qui vont venir expliquer ce qui s'est passé au niveau hydrologique, pourquoi l'eau est montée à cette vitesse-là, à ces endroits-là, qu'est-ce qui a bien réagi, qu'est-ce qui a mal réagi. Le climatologue qui est Monsieur Fetways, qui va nous expliquer, tiens, les pluies, elles sont tombées comme ça. À partir de quel moment est-ce qu'on pouvait éventuellement prévoir ou pas, anticiper ou pas? Est-ce que ça va se reproduire? Question très, très importante. Et Madame Degré, qui va venir aussi nous expliquer effectivement ce qui s'est passé, comment le territoire, est-ce que c'est la fagne pour prendre la vallée de la Vesdre? Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de vallées qui ont été touchées, c'est dramatique, même en province de Namur, c'est parce qu'on est liégeois et on est meurtri dans l'âme. Il y a plus de 200 communes sur 209. le territoire wallon, 209 sur 265, si je me trompe. 262, oui. 62, voilà. Vous avez les chiffres exacts, effectivement. Je suis députée wallonne, exactement, qui ont été touchés, c'est un fait. Donc, revenons-en, les fagnes. Voilà, par exemple, les fagnes. Il va falloir expliquer, Madame Degré, quand vous dites quels sont nos moyens à disposition, appelez à témoigner des gens qui sont des experts, qui étudient le problème. Et la dernière que je voulais citer, c'est Madame Degré, de Jean Blou. Les deux autres viennent de l'Université de Liège, les deux précédents que j'ai pu citer. Madame Degré de Jean Blou va nous expliquer comment le territoire a réagi. Est-ce que la fagne a joué son rôle? Comment est-ce que le territoire s'est gorgé d'eau? Quel est le pourcentage, par exemple, de l'imperméabilisation du béton? Est-ce que le béton a joué un rôle ou pas? Comment est-ce que les barrages ont réagi, etc., etc. Et ça... Voilà, moi je suis ingénieur civil architecte, je viens déjà de le dire, on entend beaucoup de choses, je pense que l'heure est assez grave pour qu'on décortique les choses et qu'on ait la réalité de ce qui s'est passé, pour que ça ne se reproduise plus. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, et de manière sans doute caricaturale, et peut-être que les médias ont joué dans cette pièce-là, c'est le barrage de Penne qui a défailli. Il aurait dû être ouvert bien avant, et ça aurait permis d'évacuer beaucoup plus d'eau. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, que simplement une responsabilité humaine soit à la base de cette catastrophe? Alors, sérieusement, je ne pense pas qu'il y ait une personne, qu'il y ait un homme ou une femme quelque part qui n'ait pas appuyé sur le bouton au bon moment et que c'est sur lui que toute la catastrophe repose. Ça, vraiment, je ne le pense pas. Il y a des causes qui sont plus profondes à ça, et notamment des causes de choix de société. Maintenant, le barrage en tant que tel, il a peut-être joué un rôle, ou peut-être pas. Et il faut l'analyser réellement, scientifiquement, avec M. Piroton qui va nous dire le rôle qu'il a joué. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur le sujet. Encore une fois, ça me passionne, ces éléments d'infrastructure hydrologique. Et il n'y a pas que ces deux barrages de Penne et de la Gilep qui sont concernés. Je dirais, il y avait le barrage de l'île Montsaint, vous savez comme moi qu'à un moment s'est posé la question. Voilà, il est en travaux, il y avait cette grue, etc. Il y avait une série de pertuis, de trous dans le barrage qui sont fermés à cause des travaux. Et donc, on a envisagé de les ouvrir, de ne pas les ouvrir. Est-ce que c'était normal, pas normal? Est-ce que ça se met bien? Donc, tout ça demande à être analysé. Et je pense que le problème mérite qu'on ait des vraies réponses et qu'on dise, voilà ce qui s'est passé. Et voilà comment on va mettre en place des choses pour essayer que ça ne se reproduise pas, le cas échéant. Vous allez devoir arriver à cette commission avec l'esprit, sur une feuille blanche. Vous ne pouvez pas avoir d'a priori. J'imagine que c'est un peu ça la difficulté aussi du travail, parce que vous avez été touché par ce qui s'est passé. Comme tous, on a eu des connaissances touchées, on a été donné un coup de main, voilà. Donc il y a un affect qui est là, bien entendu. Et vous allez devoir arriver avec cette feuille blanche. Comment fait-on justement pour se dire, OK, pas d'a priori, j'écoute et j'essaie de ne pas mettre en jeu ce que j'ai pu ressentir sur le moment même? Extrêmement dur, et pour moi, un double affect. Non seulement c'est ma région, j'ai été co-autrice d'un ouvrage sur l'entre-Vesdre-et-Meuse et donc la vallée de la Vesdre, que j'affectionne particulièrement. Donc, effectivement, c'est dur, avec cette émotion dingue. C'est la catastrophe naturelle. Je n'imaginais jamais la vivre de mon vivant. J'ai évidemment beaucoup lu sur des inondations, de débordements de rivières. Il faut le mettre de côté, mais ça, je pense quand même que...
Voilà, quand on est parlementaire, on s'engage et je m'engage en l'occurrence dans cette commission d'enquête vraiment à partir d'une feuille blanche. Je vous dirai bien mon analyse sur la réaction de la vallée de l'Ourthe, de la vallée de la Vesdre. Je suis, entre guillemets, j'ai une profession qui me permet d'avoir un avis. Je m'empêche de l'avoir et je me dis, je veux savoir, je veux que les hydrologues viennent dire, OK, pourquoi est-ce que ça montait comme ça? Le barrage, effectivement, il est en cause? Oui, non, dans quelle mesure? Dans quelle mesure est-ce que... Pourquoi est-ce que la vallée de la Vesdre a réagi comme ça? Celle de l'Ourthe, à Dinan, ce qui s'est passé... On a des phénomènes de vagues aussi à Dinan. Oui, tout à fait. Et donc, je pense que l'heure est assez grave et le phénomène est assez exceptionnel pour qu'on se penche vraiment dessus et qu'on n'ait pas des fausses conclusions. Qu'on se dise, OK, et sans œillère, et tant pis. Si les gens prendront leurs responsabilités, là, si responsabilité il y a, mais des vraies, quoi. Qu'on ne mette pas des emplâtres sur des jambes de bois et des pseudo-solutions. C'est assez grave, il y a 40 morts. Je veux dire, là, maintenant, je n'imagine pas qu'on ne fasse pas le boulot réellement et correctement. Effectivement. Ingénieur civil de formation, je l'ai dit, président de commission... Architecte, ingénieur civil architecte. Ingénieur civil C'est architecte. une dimension qui me tient à cœur. Voilà. Présidente de commission économie, je l'ai dit tout à l'heure, notamment, pourquoi je parle de ça, et petite fille de mineur, Ouais. fille de sidérurgiste, Ouais. et donc il y a un capital, un patrimoine économique, industriel qui vous tient à cœur aussi. On sait qu'ici à Liège, il y a pas mal d'outils qui sont à l'arrêt depuis très longtemps, et qu'on se pose la question de savoir qu'en fait-on. Je vous propose de regarder un reportage qu'on a été tourné, que Françoise Boniver a été tourné du côté du Cange, on est dans le nord de la France, sur justement l'utilisation d'un ancien site sidérurgique. Et après, on aura une discussion sur ici à Liège, que va-t-on faire? On regarde ça. Nous sommes dans la vallée de la Fensch, en Lorraine française, dans le département de la Moselle. Le U4 est le dernier des 6 hauts fourneaux du Cange. Éteint en 1991, il vit pourtant encore. Depuis 2007, il est ouvert aux visiteurs. L'avantage de ce haut fourneau-là, c'est que si vous regardez bien, vous voyez d'un coup d'œil, vous voyez ce qu'il faut pour faire fonctionner un haut fourneau. C'est la préparation matière qui est sur votre gauche ici. Ensuite, vous avez la préparation de l'air. Parce qu'il faut de l'air. C'est comme un être humain, il faut qu'il respire. Ensuite, vous avez le haut fourneau avec le système de montage de chargement haut. Et vous avez l'épuration de gaz sur votre droite. Vous voyez, donc vous avez tout sur un plan. D'autres hauts fourneaux étaient encore en activité dans la région lorsque ceux du Cange ont été mis à l'arrêt. Cela pouvait donc sembler étonnant à l'époque de vouloir le conserver. La volonté de préserver ce haut fourneau, c'est suite à l'histoire, ce qui s'est passé sur Longwy. Donc sur Longwy, le haut fourneau il a été détruit et la population trouvait ça, regrettable. Donc il y a eu cette volonté du maire du Cange à l'époque, M. Paradise, de vouloir conserver et de préserver ce patrimoine, sidérurgique dans la vallée. Culminant à 72 mètres au cœur d'un site de 12 hectares, l'U4 est inscrit à l'inventaire français des monuments historiques. En 2005, il a été racheté au sidérurgiste Lorfonte par la communauté d'agglomération du Val de Fensch, soit 10 communes représentant 70 000 habitants. Depuis, elle a investi 11 millions d'euros pour le préserver, le sécuriser et organiser le parcours de visite. Sur ce site, on développe du 1er avril au 1er novembre des visites, bien entendu, du site pour faire découvrir son histoire et ce lieu de patrimoine qui est quand même un symbole de la vallée. Mais on développe également un volet culturel. Donc on travaille sur la réalisation d'événements autour de la musique, des concerts, des arts de rue et du spectacle vivant. Hors pandémie, le site accueille chaque année 35 à 36 000 visiteurs. Il participe aux Journées du patrimoine et en 2020, il se classait 7e dans l'émission « Le monument préféré des Français ». Voilà un exemple donc de reconversion sur ce site sidérurgique. Ça vous inspire? Je trouve ça génial. C'est plus qu'inspirant. On a compris que vous seriez favorable à conserver ce patrimoine industriel. Je me bats depuis 15 ans pour dire ce patrimoine industriel, il est tout sauf négligeable, que ce soit par rapport au patrimoine immobilier que ça représente ou le patrimoine humain. Alors vous l'avez rappelé, évidemment, je veux dire, c'est mon grand-père, mon nono qui était mineur, c'est toute ma famille sidérurgiste, dont mon papa. Je veux dire, on ne peut pas envoyer tout ça à la casse sans autre forme de procès. Il faut à minima y réfléchir, avoir des pistes, le réinventer, le recréer. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas tout garder, mais il ne fallait certainement pas tout détruire.
il fallait un vrai débat. Et ça coûte cher aussi, dans le contexte actuel. On vient d'entendre, 11 millions d'euros ont été consacrés. Voilà, ce sont des montants à affecter qui sont importants. Alors, c'est une expérience qui montre ces coûts-là. Ce n'est pas partout comme ça. Ça dépend de la façon d'appréhender les choses. Ça dépend du plan global qu'on peut avoir. Moi, j'ai toujours dit, voilà, je suis urbaniste de formation, j'adore ça. Le patrimoine industriel, pour moi, la région wallonne et singulièrement la région liégeoise, mais la région Carolo aussi, doit s'en occuper, doit le prendre à bras-le-corps parce que c'est le futur. Et donc, c'est hyper important. Donc, les moyens qui y sont consacrés, on peut revoir ça par rapport à l'ensemble des budgets qu'on consacre en général et surtout dans un plan de redéploiement global du territoire. Et donc, voilà, c'est effectivement 12 millions qui sont mis en avant. Pour l'instant, on dépense 4 millions à maintenir le Haut-Fourneau 4 de Charleroi debout sans savoir ce qu'on va en faire. Je veux dire, ces 4 millions-là, si on les avait déjà investis potentiellement dans un plan à 12 millions, c'était déjà gagné. Donc le rapport budgétaire que vous faites, il est, il est un peu court. Dans l'approche globale, c'est pas si coûteux que ça, surtout que si ce n'est pas ça, c'est autre chose qui a un coût aussi. La démolition, l'évacuation, le remplacement de ça par autre chose, des infrastructures publiques qui doivent être financées, ça a un coût aussi. Donc il faut comparer des choses comparables. Moi, je dis toujours déraciner des ailes. On ne peut pas se passer d'un passé aussi glorieux. On reconstruira notre avenir sur base de ça aussi. Et je ne suis pas passéiste et je n'ai pas envie de conserver tout a priori. D'accord. Reste à savoir où le conserver, plutôt à Liège ou plutôt à Charleroi. Ça, ce sera un autre débat. Si vous voulez, on fait le cas échéant. Non, on va passer à autre chose parce qu'on est déjà un peu plus tard dans l'émission. On va vous faire réagir à l'actualité. Et avant cela, il y a un portrait chinois. C'est parti. Je vous donne un élément. Donc le portrait chinois, c'est assez simple. Je vous donne un élément et vous réagissez. Si vous étiez un animal. Un cheval sauvage. Mustang, c'est mon totem. D'accord. Et donc voilà, j'adore mon totem. Je trouve qu'il me va bien, mais bon, c'est un peu... voilà. Un végétal. Ouf. J'aime pas du tout les fleurs coupées en général, donc la vigne. La vigne. Parce que ça me rappelle, voilà, j'ai un superbe pied de vigne ici à Liège, qui est dans mon petit jardin, et qui est un pied de vigne en plus historique qui vient d'Italie. C'est du Bacco. Et voilà. D'accord. Un objet. Un objet. Une tasse de café. J'en bois trop. Et ça fait quand même vraiment partie de mon quotidien avec la gourde. Ici, on est à l'eau sur le plateau. Une chanson. La Via Gluck de Celentano, parce que si vous l'écoutez bien, c'est un vrai traité d'urbanisme qui décrit sa vie à la campagne, comment on part vers la ville, comment ça bétonne à mauvais escient, comment est-ce qu'on perd des repères. C'est vraiment une très belle histoire d'urbanisme. Un livre. Bien dans ma tête, bien dans ma culotte. Je pense que c'est un ouvrage féministe, mais pas que. Je pense que tous les hommes doivent le lire, ils auraient une longueur d'avance sur... Voilà, sur la féminité en général, voilà, ça c'est... Belle invitation, d'accord. Franchement, c'est génial. Moi, j'ai appris plein de choses. C'est un vrai livre qui donne confiance en soi pour toutes les femmes et j'ai envie de dire pour tous les hommes. Ça nous permet de mieux nous comprendre. Une sportive ou un sportif? Moi, je fais beaucoup de sport, hein, donc... En tout cas, du vélo, ça c'est... Oui, du vélo, de la course à pied, je cours beaucoup sur le territoire. Bon, alors, non, je change d'avis, je dirais Chiellini. Alors, je sais bien que c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est un peu mon joueur de foot. J'aime bien son humour décalé sur le terrain, on va dire ça comme ça. D'accord. Il a tendance aussi à arrêter pas mal de joueurs en Ouais, par le maillot, drôle, mais quoi. ça, c'est notre problème. Et puis, une personnalité qui vous a inspiré ou qui vous inspire encore aujourd'hui? Moi, je suis assez fan d'Orelsan. Je pense que si vous écoutez bien ses paroles, il dit beaucoup, beaucoup de vérité. Et j'adore son phrasé, j'adore la façon dont ses phrases sont incisives, etc. Donc ça va peut-être en étonner plus d'un, sauf ceux qui me connaissent vraiment. Mais
Là aussi, si vous écoutez Orelsan et vous écoutez Dans ma ville on traîne, vous avez compris l'urbanisme. Sur le rap français, il y a parfois des choses assez difficiles, mais parfois il y a de très très beaux textes, effectivement, et Orelsan en fait partie. Il y a Ayam, il y a NTM aussi, qui a écrit de très belles choses, donc ça vaut la peine de le découvrir. Voilà. Vraiment, je vous rejoins complètement. Des très beaux textes, il faut les lire. Bon, Orelsan a une carrière compliquée, mais voilà. 4 thèmes d'actualité nationale ou internationale. Vous en choisissez un, vous m'expliquez pour quelles raisons vous avez fait ce choix. La Mostra de Venise, qui remplace de plus en plus chez les cinéphiles le Festival de Cannes. Elle a ce glamour, effectivement, ce développement aussi auprès des professionnels du cinéma. C'est pour l'instant. Il y a le groupe ABBA qui a fait son retour 40 ans plus tard. Alors, ils n'ont plus exactement le même visage, bien entendu. Quoique, ils utilisent maintenant des images réalisées par ordinateur pour produire de nouveaux spectacles. On aime ou on n'aime pas. Cristiano Ronaldo, lui, il a toujours le même visage, mais il a plus Mayola. Il est parti de Turin pour rejoindre la Manchester United, et c'est un joueur de foot qui bat tous les records en termes de prestations en équipe nationale, de buts, voilà. Et puis, tornade à New York. C'est l'état d'urgence pour l'instant sur la côte Est, avec cette tornade qui est remontée depuis le sud et qui provoque de sérieuses inondations. On y revient. Voilà, un thème qui vous inspire et pour quelle raison? Je trouve qu'ils sont tous les trois inspirants. Je mettrais Ronaldo de côté, personnellement. La Mostra de Venise, parce que c'est Venise et que je viens de la région de Venise. Voilà. Et donc, mais bon, je ne peux pas les choisir tous, mais j'aurais beaucoup de choses à dire, et même sur l'urbanisme vénitien. Je vais prendre la tornade, évidemment, parce que je pense que ces catastrophes naturelles-là doivent nous amener à des enseignements aussi bien sur nos choix de société, sur nos choix de consommation, que sur la gestion des événements. Donc, et sur l'enseignement, voilà. L'éducation importante aussi. Voilà, je pense que par exemple, le rapport Katrina a permis de gérer quand même des tas de choses, nous a appris des tas de choses, et effectivement, on doit arriver à avoir une vraie connaissance du phénomène, à ce que ça passe jusque dans l'enseignement, pour qu'on arrive à développer des nouvelles recettes. Là, on n'en sortira pas. Il faut des nouvelles recettes, on ne va pas continuer à faire business as usual, et donc il faut prendre le taureau par les cornes. Voilà, 4 thèmes aussi à vous proposer. Sarah Stitz, vous la connaissez bien, secrétaire d'État à l'égalité des chances, un peu dans la tourmente avec une participation à une marche réservée aux femmes. Voilà, ça a été un petit peu le buzz de cette semaine au niveau politique. Plan de mobilité à Liège, un peu un plan d'urgence. Comment réduire l'impact aussi les conséquences de ces inondations sur le trafic dans Liège? On sait que notamment, on voit un camion là, mais que normalement, il n'est plus permis de circuler pour les 7,5 tonnes dans le centre de Liège. Manifestation de soutien aux Afghans, à ce qui se passe, le retour des talibans. C'était également ici à Liège cette semaine avec ce mouvement citoyen. Et puis David Goffin, tennisman ex-liégeois installé à Monaco, mais toujours liégeois de cœur, mais dont la saison a été vraiment catastrophique. Éliminé au premier tour de l'US Open, il n'a gagné aucun tournoi cette année en Grand Chelem, aucun match même. Voilà. Ce qui vous inspire dans ces thèmes? Alors, même chose, hein. Tous, je laisserai un peu à part David Goffin, même si, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière sportive, les Afghans, peut-être, et par rapport à tout ce qui a pu se passer aussi globalement, par rapport aux migrants, par rapport à cette capacité à soutenir effectivement d'autres populations qui sont dans des situations infâmes. Et je pense que vivre ensemble et avoir un avenir collectif, c'est énorme. J'étais très, très touchée par la grève de la faim des migrants à Bruxelles. Des sans-papiers qui vraiment, oui, tout à fait, des sans-papiers. Oui, pardon. Donc, mais... Si vous voulez, je regroupe les deux cas sur le vivre ensemble, sur la solidarité internationale. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Une capacité de citoyens liégeois à se mobiliser
pour défendre ses idées. Ça fait partie de la fierté aussi quand on est liégeoise. On ne vous fait pas dire on est les meilleurs. Voilà, si vous le dites, effectivement. Dans votre agenda, il y a encore beaucoup de choses de prévues. Il y a notamment donc, cette commission d'enquête sur les inondations. Il y a aussi un travail plus politique, j'imagine, de visite sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites, en fait, en dehors du Parlement, effectivement? Alors, en dehors du Parlement, mais c'est directement lié au Parlement. Si je dois reprendre mon actu, évidemment, commission d'enquête, comme vous l'avez dit, visite de terrain, rencontres, lecture, mais surtout commission d'enquête. Donc on se basera sur ce qui se passe dans la commission et uniquement dans la commission et ce qui est dit. Moi, je travaille beaucoup sur les friches industrielles. Vous avez rappelé, on n'a pas eu le temps de s'étendre, mais je reviendrai pour vous parler peut-être oui, et la SOGEPA, notamment, parle d'un master plan avec le ministre de l'économie, avec l'agence Terre. Voilà, moi, comme je préside, vous l'avez rappelé 2 fois, cette commission de l'économie, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire, il y a un gros enjeu par rapport à la rénovation, à la reconversion des friches, où la région wallonne, pour l'instant, amorce une prise en main, en tout cas une vraie étude, une vraie mission éventuellement de rachat et de redynamisation. Et donc il y a beaucoup d'études urbanistiques qui sont très réjouissantes, qui sont créatives, qui vont de l'avant. Et voilà, j'essaye de suivre un maximum, de soutenir ça pour que ce ne soit pas des beaux rapports sur des belles armoires et sur des étagères et qui pourrissent là, et que ça devienne une réalité concrète. Une autre de mes actualités, c'est la terre agricole. Je pense qu'on a vraiment montré aussi qu'il y a un réel enjeu à préserver cette terre agricole, à la rendre à l'agriculture pour les agriculteurs. L'accès à la terre, et on le sait aussi en province de Liège, est vraiment, vraiment compliqué, notamment pour les nouveaux maraîchers, etc., pour l'agriculture diversifiée, pour la recentralisation de notre production. L'autre tragédie qui était le Covid nous l'a appris aussi. Il faut tirer les enseignements de toutes ces tragédies, de tous ces drames qu'il faut gérer. Merci Véronica Cremasco d'avoir été notre invitée dans Actuel. Avec plaisir, c'est un vrai plaisir. Une belle rentrée. Merci de l'avoir ouvert avec moi, ça me fait plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci à vous d'avoir été là, bien entendu, pour ce retour d'Actuel. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Et merci à toutes les équipes techniques, Jean-Pierre Marzial en tête, pour avoir réalisé cette émission. À très bientôt, bonne soirée, au revoir.